En 2016, deux étudiantes argentines sont parties en voyage à travers les pays d'Amérique du Sud dans l'espoir de se détendre un peu après leurs études. Les jeunes femmes ne pensaient même pas que leur voyage se terminerait en cauchemar et deviendrait l'une des enquêtes les plus complexes et déroutantes sur ce continent. Maria José Coni et Marina Menegazzo sont deux jeunes argentines de la ville de Mendoza. En 2016, elles avaient respectivement 22 et 21 ans. Maria José étudiait l'économie à l'université de Cuyo, tandis que Marina étudiait l'orthophonie à l'université d'Aconcagua. Les deux jeunes femmes travaillaient comme bénévoles dans une organisation qui aide les personnes sans abri. Leurs amis et connaissances les décrivaient comme deux jeunes femmes très joyeuses, qui étaient également très proches de leur famille. Le 10 janvier 2016, Maria José, Marina Menegazzo et deux autres amies sont parties en voyage. Elles avaient quelques jours de congé de leurs études et ont décidé qu'en 2016, elles feraient du backpacking dans les pays d'Amérique du Sud, notamment en Équateur et au Pérou. Sur les réseaux sociaux des jeunes femmes, on pouvait voir que tout se passait bien. Elles étaient très satisfaites, montrant les paysages ainsi que les lieux qu'elles avaient visités dans chaque pays. Le 13 février 2016, après un peu plus d'un mois de voyage ensemble, le groupe s'est divisé en deux parties. Marina et Maria José sont restées quelques jours en Équateur, tandis que les deux autres filles sont parties pour Mendoza. Cette décision n'était pas spontanée, elle avait été planifiée dès le jour où elles ont quitté l'Argentine. Maria José et Marina avaient encore quelques jours avant le début des cours et elles ont décidé de les passer en Équateur pour découvrir encore quelques endroits. Alors que leurs deux amies retournent à Mendoza, elles décident de s'arrêter sur la plage de la ville de Montañita, où elles étaient déjà allées quelques jours plus tôt. C'était l'un des premiers endroits qu'elles ont visités à leur arrivée en Équateur. Elles étaient attirées à revenir à cet endroit en raison de ses plages paradisiaques et de son ambiance festive. À Montañita, de nombreuses personnes de différents pays viennent se détendre. Beaucoup d'entre eux sont des touristes avec des sacs à dos, comme Marina et Maria José. Pour économiser un peu d'argent et dépenser moins de leur budget, les filles vendaient des salades de fruits et des hamburgers sur la plage. Grâce à cela, elles ont réussi à payer l'auberge où elles passaient la nuit, ce qui leur coûtait 10 $ par nuit. Au fur et à mesure que ces jours passaient, les filles continuaient à partager des photos sur les réseaux sociaux. Elles avaient l'air magnifiques, téléchargeaient des paysages, étaient sur la plage, se baignaient et semblaient très heureuses. L'aventure à Montañita devait se terminer le 22 février. C'était parce que le 25 février, les filles avaient un vol de Lima vers le Chili. Le plan pour retourner à Mendoza était le suivant. De Montañita, elles devaient se rendre à Guayaquil, puis de là à Lima. À Lima, elles prévoyaient de passer une nuit chez des amis, puis de s'envoler pour le Chili, et de là, prendre un minibus pour Mendoza, leur terre natale, pour retrouver leur famille. Le voyage était très bien planifié et les filles avaient déjà réservé les billets d'avion et tout le nécessaire pour le voyage. Tôt le matin du 22, Maria José et Marina Menegazzo ont parlé avec leur famille, ont rassemblé leurs affaires, et dans l'après-midi, elles ont informé leurs parents qu'elles iraient de Montañita à Guayaquil en autostop, car on leur avait volé 70 $ à l'auberge. Et de cette manière, elles voulaient économiser un peu. Selon les proches, ils leur ont proposé d'envoyer de l'argent, mais les filles ont refusé, disant de ne pas s'inquiéter. Maria José et Marina Menegazzo les ont également assuré que pendant les prochains jours, elles n'auraient pas de connexion. Donc il serait très difficile de les joindre, évidemment. Les familles pensaient qu'elles pourraient parler lorsqu'elles seraient à Lima, chez des amis ou peut-être avant le vol. Mais cela ne s'est pas produit. Dans l'après-midi du 22 février, toute communication a été perdue. Le vol pour le Chili devait avoir lieu le 25 tôt le matin. Ainsi, les filles devaient être de retour chez elles en Argentine le 26 février. Mais cela ne s'est pas produit. Elles ne sont jamais arrivées. Déjà le 27. Les familles ont commencé à s'inquiéter. La première à sonner l'alarme sur les réseaux sociaux a été la sœur de Marina. Elle a publié une photo des deux filles avec la phrase suivante. « Ma sœur et son amie ont disparu lundi 22 à Montañita, Équateur. Veuillez partager s'il vous plaît. » Le président de l'Équateur, Rafael Correa, a répondu quelques heures plus tard avec le message suivant. « La police mène déjà une enquête. Embrassez vos parents et les parents de Maria José. Tout l'Équateur est avec vous. » Les familles des filles voulaient en savoir si elles avaient quitté le pays et pris un vol. Cependant, il n'a pas été possible de parler aux représentants de la compagnie aérienne car ils ont déclaré qu'ils fourniraient ces informations seulement avec un mandat judiciaire. De plus, il n'y avait rien à la frontière.
Aucun rapport indiquant que l'une des filles avait quitté Montañita pour Guayaquil, les parents ont alors pensé que María José et Marina Menegazzo n'étaient même pas arrivées à Guayaquil, et qu'il avait pu leur arriver quelque chose en chemin. La disparition est devenue virale sur les réseaux sociaux. Elles ont été largement partagées, et les deux pays ont essentiellement uni leurs efforts pour les rechercher, ainsi que pour rendre la nouvelle encore plus virale, afin que partout, il soit connu que ces deux jeunes filles ne sont pas rentrées chez elles. Tout s'est terminé le 25 février, c'était un jeudi, et le corps de María José a été retrouvé dans une zone éloignée de la plage, à environ 200 mètres, et le dimanche 28 février. Le corps de Marina a été retrouvé, il se trouvait à environ 40 mètres de l'endroit où le corps de María José avait été trouvé. C'est à partir de ce moment que commencent toutes les étrangetés de l'affaire. Par exemple, si le corps se trouvait à seulement 40 mètres, pourquoi a-t-il été découvert 3 jours plus tard ? Pour déterminer le jour de la mort des jeunes filles, il était nécessaire de procéder à une autopsie. Il convient de noter, cela nous aidera par la suite, que le corps de María José a été découvert par un homme. Il a dit qu'il était entré dans cette zone pour satisfaire un besoin naturel et a découvert le cadavre. Les deux jeunes filles étaient enveloppées dans des sacs et également entourées de cordes. María José avait une contusion au crâne, des blessures sur différentes parties du corps, y compris la région génitale, une fracture de la hanche, plusieurs ecchymoses et égratignures. Marina a reçu 6 blessures causées par un objet tranchant. Les blessures ont été infligées du menton jusqu'à la première vertèbre cervicale. Elle avait également plusieurs écorchures sur le visage et sur différentes parties du corps. On pouvait ajouter à cela que les filles avaient des blessures aux poignets, ce qui suggère qu'elles ont été attachées. Selon les informations disponibles, elles sont toutes deux décédées, le même jour avec une différence de quelques heures ou minutes. La date de décès a été déterminée comme étant le matin du 23 février. Un jour après la découverte du deuxième corps, la police équatorienne a annoncé lors d'une conférence de presse sur les réseaux sociaux que les premières arrestations avaient déjà été effectuées dans cette affaire. 2 personnes ont été arrêtées. Le premier était Alberto Segunda Marina Ponce et le second Aurelio Eduardo Rodriguez, surnommé El Roro. Dans la maison de l'un des accusés, Mina Ponce, des taches de sang ont été découvertes, ainsi qu'à proximité de la maison. Parmi d'autres objets, le téléphone portable et le sac à dos de Marina ont été trouvés. Le plus choquant, en plus de l'arrestation rapide, a été l'aveu instantané de ces 2 personnes. Ils ont en fait immédiatement avoué leurs actes, ce qui a fait une énorme impression sur les personnes suivant le déroulement des événements. Les hommes avaient toute une histoire. Ils ont raconté qu'ils avaient vu María José et Marina Menegazzo près d'un bar. Les filles essayaient de s'arranger pour un trajet, demandant à être conduites à Guayaquil, mais ne trouvaient personne allant dans cette direction. Selon les hommes, le premier à les aborder pour parler était El Rojo. Il leur a demandé ce qu'elle faisait, et selon ses dires, les filles ont commencé à lui raconter d'où elles venaient et ce qu'elles faisaient, et elles auraient dit qu'elles n'avaient nulle part où s'arrêter, car elles n'avaient pas d'argent. Ayant été volées le matin même, alors El Rojo leur a proposé de s'arrêter chez Mina Ponce, qui se trouvait relativement près. De plus, il a expliqué cela en disant que Mina Ponce vit seule, et donc, il n'y aurait aucun problème à aller chez cette personne. Ensuite, El Rojo les a emmenés en taxi chez l'homme. Quand ils sont arrivés, il était environ 20h30. L'homme affirme qu'il les a laissés dans la maison et a fermé à clé, puis il est retourné au bar et y est resté avec Mina Ponce pendant plusieurs heures. Vers 2h du matin, ils sont retournés à la maison, les filles étaient là et leur ont demandé de les accompagner pour acheter des sodas. Après cela, en revenant à la maison, la situation selon ces deux-là est devenue tendue. Les hommes ont dit que, comme ils étaient très ivres, ils voulaient avoir des relations sexuelles avec les filles, ce qu'elles ne voulaient évidemment pas. María José et Marina Menegazzo n'avaient pas bu. Ils allaient bien, donc. Ils ont commencé à résister. Apparemment, María José a été la première à mourir. Mina Ponce a avoué qu'il l'avait tuée avec un objet métallique qu'il avait chez lui, en la frappant à la tête alors qu'elle résistait à l'acte sexuel. En réalisant que María José n'était plus en vie, il a entendu un cri provenant de la pièce voisine. C'était le cri de Marina. El Rojo lui a infligé 6 coups de couteau. Du menton à la première vertèbre cervicale, les 2 hommes ont tué les touristes et ne savaient pas quoi faire. Selon eux, El Rojo a quitté la maison et a laissé Mina Ponce seule avec les corps. C'était vers 3h du matin. Ensuite, Mina Ponce a raconté qu'il a commencé à nettoyer la maison.
a enveloppé les corps dans des sacs, les a attachés avec des cordes et les a transportés avec une brouette d'abord. Il a jeté le corps de Maria José, puis il a essayé de se débarrasser du corps de Marina. Il pensait que les meurtres passeraient inaperçus et que personne ne saurait jamais qu'ils en étaient responsables. Cette version, selon l'accusation, en plus des aveux des deux hommes, avait deux témoins. Il s'agit de la propriétaire du bar, ainsi que du chauffeur de taxi qui les a conduits à la maison. La propriétaire du bar a raconté qu'elle avait vu les filles. Elle demandait aux gens de les emmener, mais plusieurs heures ont passé et elles n'ont trouvé personne. Très fatiguées, Maria José et Marina Menegatsa sont entrées dans le bar et ont demandé un verre d'eau. La propriétaire du bar leur a proposé une bouteille, mais les filles ont refusé, disant qu'elles n'avaient pas d'argent pour la payer, car elles avaient été volées le matin. Alors, la femme leur a donné un verre d'eau et elles sont retournées dans la rue. Après cela, El Rojo les a approchés. La propriétaire du bar a vu qu'ils discutaient tous les trois, puis ils sont partis ensemble en direction de la maison de Mina Ponce. Le chauffeur de taxi avait une histoire similaire. Il a dit qu'ils l'ont arrêté alors qu'il marchait à pied. El Rojo s'est assis à l'avant et Maria José et Marina Menegatsa à l'arrière. Il convient de noter que les deux filles sont restées silencieuses tout le long du trajet. De plus, le chauffeur de taxi a eu l'impression qu'ils étaient un peu somnolents. Il les a déposés devant la maison sans poser de questions et est retourné à ses affaires. Pour la famille, cette version était complètement fausse. Ils ne l'ont pas acceptée. Ils ont trouvé très étrange que Maria et Marina aient accepté l'aide de ces personnes. Il y a beaucoup de touristes argentins à Montagneta, et pour eux, il aurait été plus logique que les filles s'adressent à une personne de leur nationalité, racontant ce qui s'était passé et demandent de l'aide. Il était également très étrange qu'elles disent qu'elles n'avaient pas d'argent. Maria José et Marina Menegatsa avaient des cartes de crédit et pouvaient retirer de l'argent à tout moment. De plus, il y a une autre preuve qui pourrait contredire cela, à savoir que l'opération a été effectuée avec la carte de crédit de Maria José à un distributeur automatique qui se trouvait tout près de l'auberge où elle séjournait à Montagnita. Ainsi, il était clair pour tout le monde que les filles avaient suffisamment d'argent pour payer une nuit dans l'un des hôtels locaux. Cette version a commencé à s'effondrer également aux yeux du public. Le frère de l'une des victimes a raconté que lorsque la police équatorienne l'a emmené sur le lieu du crime, dans cette maison, il a vu des seringues usagées traînant sur le sol. Quand il a demandé à propos des seringues, elles ont disparu comme par magie. Elles n'ont même pas été photographiées sur le lieu du crime et les experts qui ont examiné la scène ont nié leur existence. Pour la famille, ces deux personnes n'étaient qu'une couverture pour quelque chose de plus grand, comme un commerce de traite des êtres humains. Pendant que tout cela se passait, l'enquête se poursuivait. Une nouvelle autopsie a été ordonnée, ainsi qu'une expertise toxicologique. De plus, il s'est avéré que les deux accusés avaient changé leur version des faits à plusieurs reprises. Dans l'une des versions, Mina Ponce a cessé d'accuser Al Roa et lui-même des meurtres. Il a déclaré que la personne qui avait ôté la vie aux jeunes filles était un trafiquant de substances interdites d'origine vénézuélienne. Vivant dans ce quartier, seul son pseudonyme est connu, El Chamo. Il a été arrêté par la police, mais a déclaré qu'il n'avait aucun lien avec l'incident et qu'il était prêt à passer un test au détecteur de mensonges ou un test ADN pour prouver qu'il n'était pas du tout dans cette maison. Plusieurs échantillons d'ADN ont été découverts sur le lieu du crime, l'ADN de Mina Ponce, l'ADN des deux jeunes filles décédées, ainsi que plusieurs échantillons non identifiés. Ces échantillons n'appartenaient ni à El Rojo, le supposé deuxième meurtrier, ni à El Chamo, qui, après avoir passé tous les tests ADN, a été complètement écarté de l'enquête. Après que les résultats de la deuxième autopsie ont été obtenus, cela a changé le jour du décès. C'était l'un de ces moments qui ont le plus choqué tout le monde. Alors que la date de décès de Maria José était toujours le 23 février, la date de décès de Marina a été changée au 25 février. Cela signifie que lorsque le corps de Maria José a été trouvé, Marina avait probablement encore quelques jours à vivre. Cela pourrait également expliquer pourquoi, bien qu'elles aient été trouvées à seulement 40 mètres l'une de l'autre, le jour où le corps de Maria José a été découvert, celui de Marina ne l'a pas été. C'était une circonstance très étrange et les gens en ont conclu que peut-être Marina avait été enlevée, maltraitée et battue pendant ces 2 jours. La police équatorienne affirmait activement qu'elle n'avait pas trouvé Marina à cause de la pluie, mais en vérifiant les données météorologiques du jour où le corps de Maria José a été découvert, il n'y avait pas de pluie. Ainsi, la deuxième autopsie pourrait être très crédible. D'autres faits ont été découverts. Les ecchymoses et les éraflures que Maria José avait n'étaient que d'un côté du corps, comme si elle avait été jetée d'une voiture en mouvement. Il a également été établi que les filles avaient des blessures dans la région génitale, ce qui confirme le fait de violence. De plus, quelque chose de très étrange a été découvert. Maria José avait une fracture de la hanche, comme cela avait déjà été constaté lors de la première autopsie.
Mais aucune blessure qui aurait pu la provoquer n'a été observée. L'analyse toxicologique a suscité encore plus de surprises. Les filles étaient sous l'influence de substances interdites. Une substance a été trouvée dans leur organisme qui, lorsqu'elle est mélangée à de l'alcool, forme un mélange capable de priver une personne de sa propre volonté. Cela explique pourquoi Maria José et Marina Menigazza ont si facilement pris un taxi, pourquoi elles sont restées silencieuses tout le long du trajet et pourquoi elles semblaient fatiguées. Leurs proches les décrivaient comme des filles très prudentes et responsables. Donc tout cela ne correspondait pas à leur caractère. Maintenant, après avoir effectué une analyse toxicologique, on peut affirmer que ces hommes ont d'une manière ou d'une autre drogué les filles avec des substances interdites. L'affaire a connu de nombreux échecs. Le procureur a été changé 3 fois, ce qui a considérablement retardé le procès, mais finalement, Alberto Segunda, Mina Pons et Aurelio Eduardo Rodriguez ont été condamnés à 40 ans de prison. Cependant, l'affaire ne s'est pas arrêtée là. Après le procès et le verdict de culpabilité, une nouvelle enquête a dû être menée. Je rappelle qu'il y avait plusieurs échantillons d'ADN dans la maison qui n'avaient pas encore été identifiés. 2 autres arrestations ont été effectuées, mais l'un des accusés a été complètement acquitté, car les tests ADN se sont révélés négatifs. Et il avait également un alibi très solide. Une autre personne impliquée dans ce crime a été traduite en justice, car son ADN a donné un résultat positif. Cet homme s'appelle José Luis Pérez. Rappelons que Maria José a été trouvée par un homme qui, apparemment, était entré dans cette zone pour se soulager. Cet homme s'est avéré être José Luis Pérez. Il avait déjà témoigné au procès contre El Rojo et Mina Pons en tant que témoin, mais maintenant, il devait s'asseoir sur le banc des accusés. Sa défense était simple. Il avait vécu dans cette maison il y a quelques semaines, et le sang trouvé sur le mur était le résultat d'une infection dentaire qu'il avait eue. Il aurait simplement craché sur le mur. Les avocats ont également déclaré que son ADN, trouvé sur les corps des filles, avait sans doute été transféré à partir d'un meuble ou d'un objet qu'il avait touché dans la maison et que Maria et Marina avaient également touché. La défense de cet homme a commencé à s'effondrer lorsque son dentiste est venu témoigner. José Luis Pérez était effectivement venu le voir en consultation, mais 2 semaines après les meurtres, il avait demandé un certificat dans lequel le dentiste devait écrire qu'il avait une infection dentaire, mais le médecin ne voulait pas lui donner de certificat car il l'avait examiné et avait vu qu'il allait bien. L'homme a dit que José Luis Pérez insistait, mais finalement il l'a simplement chassé. À ces mots, la défense de l'homme s'est effondrée. De plus, c'était une trop grande coïncidence qu'il ait trouvé le corps de la première fille. C'était un processus très long, et ce n'est qu'en novembre 2019 que le verdict a été rendu contre José Luis Pérez. Pour le meurtre des jeunes filles, il devra également purger 40 ans de prison. On peut dire que cette affaire est résolue, mais elle n'est résolue qu'à moitié, car il y a encore des échantillons d'ADN à identifier. De plus, il reste encore beaucoup de questions. Que s'est-il passé la nuit et tôt le matin du 23 février? Qu'est-il arrivé à Marina pendant ces 2 jours où elle était vivante et Maria José ne l'était pas? Y avait-il d'autres personnes? Et comment ont-elles été enlevées? Comment ont-elles été capturées? Tout cela était-il planifié? Toutes ces questions restent en suspens, et la famille des 2 jeunes filles continue de se battre pour la justice dans cette affaire. Que pensez-vous de cette histoire? Écrivez votre avis dans les commentaires et abonnez-vous à ma chaîne YouTube.